Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur L24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une pénurie, c'est une prise d'otage. Madame, Monsieur, pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, je vous propose d'ouvrir ensemble un dossier qui connaît une grande censure dans la géopolitique africaine. Le contrôle global des eaux du continent. L'Afrique, ce continent aux ressources hydriques immenses du Nil au Congo, du lac Victoria à l'aquifère de Nubie, se retrouve étranglé, non pas par la nature, mais par une logique politique économique imposée de l'extérieur. Derrière les barrages qui se fissurent, les forages qui s'épuisent et les rivières qui disparaissent, une question brûle. Qui contrôle les eaux africaines et dans quel intérêt? De l'héritage colonial à l'ingérence néocoloniale, les puissances étrangères n'ont jamais cessé de convoiter cet or bleu. L'eau, bien vitale, est devenue marchandise, instrument de pression, une arme diplomatique. Et souvent, les premiers fossoyeurs de la souveraineté, ce sont ceux qui prétendent aider l'Afrique. ONG masquées, bailleurs de fonds infiltrés et accords signés à huis clos. Qui pompe les nappes? Qui assèche les barrages? Qui négocie les contrats hydriques sans prendre en compte les intérêts des populations locales? Les réponses à ces questions et bien d'autres ne se trouvent pas pour une fois dans les chiffres, mais dans les rapports de force. Les conflits autour du Nil, les tensions entre pays riverains du Niger ou du Zambèze, l'opacité des partenariats publics-privés dans la gestion de l'eau globale ou de l'eau potable urbaine. Tout montre une chose, l'Afrique n'a pas encore conquis sa souveraineté hydraulique. Ici, la gestion des eaux africaines n'était pas seulement une question écologique, mais une bataille politique aux enjeux géopolitiques immenses. Pour les défenseurs de l'Afrique, c'est une guerre économique qui se joue à huis clos. Ici, l'eau en Afrique est aujourd'hui une lutte pour l'autodétermination. Eau africaine, tension mondiale entre partage et domination est le thème que je vous propose ce soir. Bien évidemment, installez-vous confortablement. On revient dans un court instant. Vous l'aurez compris lors de mon introduction, les appétits des grandes puissances et leur désir d'hégémonie sur les eaux africaines n'est pas nouvelle. Elle fait partie d'une logique de domination plus globale ancrée dans le rapport qui anime l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Et pour tenter d'apporter un éclairage sur la géopolitique de l'eau en Afrique, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de François Ndegwe, président de l'African Advisory Board, qui me rejoint depuis Washington DC aux États-Unis. Bonsoir François, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour ce sujet important que vous avez décidé de traiter et je salue vos téléspectateurs. Merci François. J'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Houssine Erhili, chercheur et membre de l'Observatoire tunisien de l'eau qui me rejoint, vous l'aurez compris, depuis Tunis. Bonsoir Houssine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour nos confrères algériens et pour votre invité de Washington. Merci Houssine. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons entamer notre discussion avec des déclarations qui étaient quelque peu troublantes, les déclarations du président américain faites il y a quelques semaines et des déclarations, je rappelle là aussi, qui nous ramènent à ce thème, n'ont pas fait long feu dans la presse occidentale notamment. C'est les déclarations troublantes dans lesquelles le président américain Donald Trump a exprimé le souhait de son administration que les navires américains puissent traverser gratuitement le canal de Suez. Des déclarations donc dans l'actuel résident de la Maison-Blanche soulèvent de sérieuses interrogations quant à leur implication vis-à-vis de la diplomatie de l'Égypte et de sa souveraineté surtout, mais de la souveraineté de l'Afrique d'une façon plus globale. Je commence avec vous, François. Qu'est-ce que vous inspire finalement les déclarations de Trump vis-à-vis du canal de Suez, que je rappelle a été repris sous l'égide de l'Égypte après un long combat d'autodétermination et de lutte anticoloniale? C'est très bien que vous commenciez par le canal de Suez, dont l'histoire marque une étape décisive
dans la lutte des peuples africains pour leur autonomie. Le grand Gamal Abdel Nasser, quand il a décidé en 1956 la nationalisation, vous imaginez les pays qui s'y sont opposés. La France et l'Angleterre ont monté une opération militaire avec la complicité d'Israël. Heureusement, le peuple d'Égypte, sous la conduite de Nasser, a tenu bon. Et bien sûr, l'Union soviétique de l'époque et dans une moindre mesure les États-Unis s'y sont opposés, ce qui fait que c'était vraiment la dernière grande bataille contre ces deux empires nuisibles que furent les empires coloniaux français et anglais. Alors maintenant, puisque le nouveau président fait cette déclaration, c'est un homme qui est habitué à des déclarations à l'emporte-presse. Nous verrons ce que cela va donner. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je n'ai pas entendu des autorités égyptiennes une réponse à la mesure de l'affront que représente cette déclaration du président Donald Trump. Par contre, j'ai entendu, et j'ai lu plus précisément il y a peu, une interview du petit-fils de Gamal Abdel Nasser sur une chaîne de télévision, la RT pour être plus précis, où il rappelait l'urgence du combat de son grand-père et la nécessité d'actualiser ce combat. Je crois que c'est l'actualisation du combat de Nasser et des grands dirigeants africains de l'époque qui doit être appliquée aujourd'hui, y compris dans le problème des eaux africaines, dont nous pourrons en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Merci. On va revenir plus en détail non seulement sur ces déclarations de l'administration Trump. Je rappelle également qu'en Égypte, les déclarations du président Trump ont suscité beaucoup d'intérêt, notamment sur les réseaux sociaux, où les Égyptiens se sont indignés de cette violation, presque une agression contre la souveraineté de l'Égypte. Je viens vers vous, Hassine El-Hili. Je le disais à l'instant, avant de revenir justement sur les questions liées aux déclarations de Trump. Est-ce qu'on peut revenir avec vous est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure les puissances coloniales ont-elles redessiné les frontières fluviales et hydriques en Afrique et est-ce que finalement elles ont servi à diviser les peuples africains pour contrôler les ressources en eau? Oui, merci. L'Afrique a subi, à partir de la fin du 19e siècle jusqu'au mi-21e siècle, une vague de colonisation directe qui a appauvri l'Afrique et a exploité abusivement les richesses. Mais cette exploitation des richesses de la continent africain a été continuée par les pays coloniaux, mais à travers des pouvoirs imposés au peuple africain et qui ont essayé de continuer le même principe de l'exploitation, l'abusement et surtout les richesses de l'Afrique, essentiellement les richesses en eau, vu que l'Afrique apparemment, l'Afrique, c'est le continent pratiquement numéro 1 des richesses des eaux souterraines, des eaux superficielles et surtout le Nil, le lac de Victoria, le fleuve de Niger. Donc, toutes ces richesses en eau ont été à la main des colons durant 60 à 80 ans. Et puis, ces richesses ont été continuées à exploiter d'une manière indirecte à travers des sociétés multinationales et à travers la politique des bailleurs de fonds et surtout l'FMI et la Banque mondiale qui ont orienté l'exploitation des ressources de l'Afrique vers l'export pour les marchés occidentaux. Donc, on est pratiquement s'est trouvé dans un circuit fermé et des phénomènes de colonisation qui essaient de faire d'une colonisation indirecte vers une colonisation, une exploitation abusive des richesses indirectes à travers les sociétés multinationales et à travers des programmes et des crédits imposés et conditionnés par les bailleurs de fonds, que ce soit multilatéral ou bilatéral, entre ces puissances occidentales et des pouvoirs qui n'ont pas le pouvoir pour défendre la dignité et la souveraineté de l'Afrique.
Très bien, François, comme vient de le préciser notre ami Houssine, il y a énormément de conflits autour des fleuves et des sources d'eau en Afrique. Il a fait référence notamment au grand barrage de la Renaissance, au lac Congo, le fleuve du Niger. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces exemples illustrent-ils une lutte entre souveraineté nationale africaine et intérêts géopolitiques internationaux, notamment, là aussi, il avait expliqué Houssine, il y a des acteurs extérieurs comme les puissances coloniales qui sont aujourd'hui presque des acteurs proches d'une agression des souverainetés africaines, le rôle des multinationales et aussi les ONG, certaines ONG et certains régimes relais, comme là aussi l'a signalé Houssine. Oui, là vous touchez un problème important qui vient du fait que les grands fleuves africains n'ont pas dit j'appartiens à tel pays ou à tel autre. Ce sont des fleuves qui coulent sur plusieurs pays. Donc, vous avez le Congo, le Nil, le Zambèze, c'est des fleuves qui traversent plusieurs pays. Les fleuves n'étaient pas à la conférence de Berlin où on a fracturé l'Afrique et les Européens se sont divisés. Les fleuves n'ont pas dit bien. Moi, j'appartiens à, je sais pas, au Cameroun, celui-ci appartient. Non. Donc, il y a un problème transfrontalier que les Africains n'ont pas encore complètement maîtrisé. Ce qui peut créer des tensions. Et en particulier, la tension qui est la plus en vue actuellement est celle qui vient de la construction du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie et qui oppose l'Éthiopie à l'Égypte et un peu au Soudan aussi. Il faut espérer que cette tension sera résolue pacifiquement parce qu'il n'y a pas lieu de faire la guerre pour l'eau. Toutes les parties prenantes doivent avoir leur intérêt pris en compte afin que l'eau, qui est une ressource que personne n'a créée, qui est une ressource de la nature, puisse servir les intérêts des uns et des autres. Vous avez parlé justement de ce barrage de la Renaissance et de la souveraineté qui est menacée, de la souveraineté de l'Égypte qui est aujourd'hui menacée. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, l'Égypte, en tant que clé en Afrique du Nord, en tant que clé géopolitique importante entre le Moyen-Orient et l'Afrique, entre acteurs dans le monde arabe et dans la Corne de l'Afrique, se retrouve finalement prise en étau sur sa souveraineté en eau? François, je m'adresse à vous. C'est à moi que... Oui, dans la continuité de votre question. Oui. Donc, vous voulez dire, la question c'était si vous devez savoir si l'Égypte se trouve piégée dans son problème de souveraineté, c'est ça? Oui, est-ce qu'aujourd'hui finalement on peut parler d'une menace contre l'Égypte quand on sait que le barrage il y a d'un côté le barrage de la Renaissance, il y a de l'autre aussi les appétits de l'administration américaine sur le canal de Suez. Est-ce que le fait que l'Égypte soit aujourd'hui un acteur dans le monde arabe et en Afrique du Nord, dans la Corne de l'Afrique, joue aussi à la mettre finalement sous menace des impérialismes occidentaux? Oui, bien sûr qu'il y a les impérialismes occidentaux, mais je ne crois pas que l'Égypte est le plus grand pays de la résistance à l'impérialisme occidental. Vous savez que depuis les accords de Sadat, où l'Égypte a conclu son accord avec Israël, l'Égypte reçoit chaque année des milliards de dollars des États-Unis d'Amérique. Et je ne crois pas que c'est l'administration actuelle en Égypte qui va faire preuve de grande résistance à l'impérialisme, d'autant plus qu'on a vu son attitude vis-à-vis du génocide à Gaza. Donc, l'Égypte peut faire des bravades, mais moi, je voudrais retourner à souhaiter que les Africains se revoient entre eux pour régler un problème qui est réel. L'Égypte peut faire valoir ses inquiétudes par rapport aux problèmes que peuvent poser le barrage de la Renaissance, le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Mais je reviens sur ce que j'ai dit, et c'est ma position depuis le début que cette histoire a commencé. Il faudrait que les autorités égyptiennes, les autorités éthiopiennes et toutes les parties, il n'y a pas que ces deux pays, se mettent ensemble et avec d'autres Africains et puissent au moins pour une fois régler en Afrique un problème africain sans qu'il y ait des interventions extérieures qui agitent les tensions des uns et des autres. Très bien, justement, on va essayer
de revenir un peu plus tard sur cette question des mécanismes qui s'offrent aujourd'hui à l'Afrique pour pouvoir régler non seulement des problèmes liés à l'eau, mais à d'autres ressources. Je viens vers vous. Hussein, vous avez parlé tout à l'heure justement des rôles des multinationales, des rôles des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI. Est-ce que vous affirmez aujourd'hui finalement que la gestion des eaux en Afrique est devenue une nouvelle forme de néocolonialisme quand vous dressez un tel constat alarmant sur le rôle d'acteurs extérieurs? Certes, j'ai déjà étudié et publié une étude sur la politique de la Banque mondiale sur l'eau et l'assainissement en Tunisie en tant qu'exemple de la politique de cette Banque mondiale pour diriger et dévier la politique nationale vers une politique pour les profits des sociétés internationales et des multinationales dans le domaine de l'eau. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie a été financé d'une part par la Banque mondiale et plusieurs banques internationales dans un sens pour faire pression politique sur l'Égypte, vu que le barrage de la Renaissance va provoquer une perte de 15 milliards de mètres cubes par an pour l'Égypte. Et si on compte ces 15 milliards par an sur 10 ans, on voit que l'Égypte va souffrir dans les 10 années prochaines, elle va souffrir de la pénurie et d'une pénurie d'eau essentielle. Et ça va se répercuter sur la souveraineté de l'Égypte, sur la souveraineté alimentaire d'une population de 520 millions. Et d'une manière générale, c'est le même pour le Maroc, le même pour la Tunisie, le même pour le Sénégal, pour les zones de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest. D'une manière générale, le bailleur de fonds et surtout la Banque mondiale qui intervient d'une manière directe pour le financement des ouvrages et des grands ouvrages hydrauliques, il oriente sa politique pour le compte des pays occidentaux et surtout, il pousse vers la privatisation de l'eau, que ce soit eau d'irrigation ou eau potable, et transforme d'une manière générale l'eau en tant que marchandise qui a un coût. Et d'une manière générale, maintenant, la Banque mondiale pousse vers la production de l'hydrogène vert de plusieurs pays africains, c'est-à-dire exploiter les ressources en eau malgré le changement climatique et la pénurie d'eau de la majorité des pays d'Afrique. Mais la Banque mondiale pousse et finance beaucoup de sociétés et de multinationales internationales pour produire l'hydrogène vert, pour passer à cette transition énergétique des pays occidentaux sur le soif de ce peuple africain et qui vont faire leur passage vers la neutralité carbone de ces pays sur le dos de nos eaux et de nos richesses hydriques. Très bien, Madame, Monsieur. Vous l'aurez compris, le contrôle des ressources en eau en Afrique ne se limite pas à une simple question d'accessibilité, mais c'est une bataille géopolitique d'une ampleur rare perçue, où l'Afrique se trouve là actuellement à la croisée des chemins entre héritage colonial et formes de plus en plus subtiles de néocolonialisme. Je viens vers vous, François. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, finalement, nous expliquer quel est le rôle exact de ces grandes puissances dont on parle depuis le début de cette émission dans les tensions autour de l'eau en Afrique, mais aussi dans le pillage des eaux en Afrique? Il faut d'abord catégoriser l'action de ces grandes puissances. Les catégories les principales sont les suivantes. On peut avoir une intervention directe de l'État en question, un pays qui peut intervenir, mais là, c'est de plus en plus rare, puisque ces pays vont agir dissimulés. Et ils agissent dissimulés et ils envoient des institutions internationales ou bien des ONG. Alors, concentrons-nous un peu sur les institutions internationales. Il y en a essentiellement deux, la Banque mondiale et le FMI. Je me rappelle qu'en 2006, le PNUD avait publié un rapport
dans lequel le PNUD faisait cette remarque très juste en disant que le problème de l'eau en Afrique, ce n'est pas un problème de rareté, ou bien du moins, ce n'est pas essentiellement un problème de rareté, c'est un problème de pouvoir et de gouvernance. Et le PNUD, sans le dire explicitement, s'attaquait en fait à l'action du FMI et de la Banque mondiale. Vous savez que dans tout ce qu'on a eu comme le programme d'ajustement structurel, les entreprises qui s'occupaient de l'eau, les entreprises publiques, avaient été privatisées, et ces entreprises avaient été privatisées comme une des conditionnalités pour l'obtention des prêts. Et vous voyez que partout où cela a été fait, le problème de l'eau et de la distribution de l'eau ne s'est pas amélioré, au contraire. Si bien que l'an dernier, je lisais encore un autre rapport qui disait que d'ici 2050, il y a le risque que 700 millions, je dis bien 700 millions d'Africains, surtout dans les zones urbaines, risquent d'être confrontés à des problèmes de stress d'eau. Donc, ces interventions de forces extérieures qui sont dommageables pour la gestion publique de l'eau en Afrique et qui ont laissé l'eau comme marché, en disant que c'est le marché qui devait régler cela. Or, les endroits où l'eau, la gestion de l'eau, la gestion publique de l'eau, c'est des endroits où on a eu une réussite, ce n'était pas une question de marché uniquement. Il y avait une intervention publique qui, d'un côté, aussi bien dans la production que dans la distribution, ou même dans le soutien à la consommation. Le deuxième problème qu'il faut mentionner ici, c'est que quand nous analysons la question de l'eau, il ne faut jamais oublier que derrière cette ressource, il faut regarder quel est le pouvoir qu'il y a. Et moi, je ne regarde pas le pouvoir uniquement au niveau national. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la nécessité pour les Africains. Et j'avais même, lors d'un sommet de l'Union africaine, j'avais même avancé la notion d'une diplomatie panafricaine de l'eau. Les Africains doivent être capables de mettre en place une diplomatie panafricaine de l'eau. Et ceci est tout à fait naturel par rapport à ce que je disais tout à l'heure au début, à savoir que vous avez des cours d'eau qui traversent plusieurs fleuves ou bien des lacs qui sont partagés par plusieurs pays. Vous devez mettre en place des structures solides de diplomatie et de gouvernance pour que personne ne soit lésé. Vraiment, si vos téléspectateurs devraient retenir un message de moi pour cette émission, c'est la nécessité, ou bien les décideurs qui m'écoutent, c'est la nécessité urgente d'une diplomatie africaine de l'eau. Merci. Très bien. François, je rebondis et j'espère que votre message va passer. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, finalement, la Banque mondiale, le FMI et l'ensemble des programmes d'aide en Afrique sont en train de conditionner finalement certains prêts au contrôle d'infrastructures étrangères de l'eau? Est-ce qu'on peut considérer que cette méthode, finalement, est un cheval de Troie sur les ressources hydrauliques africaines? D'abord, je bannis le mot aide parce que ces institutions n'ont jamais aidé l'Afrique. Et de mon point de vue, je crois même que si je pouvais avoir quelques pouvoirs, je bannirais ces deux institutions de toute intervention en Afrique. On peut faire le bilan, le temps ne change pas, le temps ne trompe pas, je veux dire. Ces institutions interviennent depuis la fin des années 70, début des années 80. Je crois qu'à un moment donné, on peut faire le bilan de leur action et je suis prêt à faire une émission avec vous, y compris avec les défenseurs de la Banque mondiale du FMI. Pour moi, c'est un bilan catastrophique. Et ils se dissimulent chaque fois parce qu'ils n'ont pas de responsabilité, ils ne sont pas responsables. Quand les programmes ne fonctionnent pas, ils accusent les dirigeants africains. Ils disent on leur a donné des conseils, mais ils n'ont pas suivi. Mais ce sont des fonctionnaires qui n'ont aucune responsabilité. Quand vous avez une fonction à accomplir, si votre fonction échoue, vous devez subir les conséquences. Le problème de la responsabilité de la Banque mondiale doit être engagé. Et c'est une responsabilité historique. Et la même chose est valable pour le Fonds monétaire international. On ne peut pas laisser l'Afrique être le champ libre
des expérimentations ubuesques de quelques économistes sortis de je ne sais quelle école. Et ensuite, ils disparaissent. Ils laissent derrière eux des catastrophes, que ce soit les catastrophes de privatisation, les catastrophes de gens qui sont de la fonction publique qu'on a mis au chômage par milliers, les prix, le pouvoir d'achat qui est divisé, l'explosion de l'insécurité sociale qui est causée par les mesures encouragées par ces institutions. Mais comme ces institutions, on ne voit pas qui est, on ne voit pas, ils n'ont pas de visage, dès qu'ils se sont quelques fonctionnaires, ils encouragent. Mais malheureusement, beaucoup de dirigeants africains suivent leurs conseils, et bien que ces conseils aient conduit catastrophe après catastrophe, ces dirigeants africains s'inclinent et font souffrir inutilement leur population. Le problème majeur pour moi, après mon souhait d'une diplomatie africaine, panafricaine, je dis bien diplomatie panafricaine de l'eau, c'est de poser le problème de la responsabilité des dirigeants et du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. On doit pouvoir mettre ces gens en accusation et leur demander de se justifier et de montrer, y compris sur le plan théorique, parce que c'est très facile de montrer que sur le plan théorique, leurs outils ne fonctionnent pas. Et tous les pays qui ont réussi n'ont jamais suivi les conseils de la Banque mondiale. La Chine, qui en 20 ans, en 30 ans, a réalisé le plus grand projet de faire sortir près de 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté, n'a jamais suivi les programmes de la Banque mondiale. Et si la Chine suivait ces programmes, la Chine n'aurait jamais atteint le niveau d'industrialisation actuel. Vous voyez le Japon, quand le Japon s'est développé, le Japon, l'État était derrière. Et à l'époque, on parlait de l'État développemental. L'Afrique a commencé de prendre un petit envol industriel vers la fin des années 60, début des années 70. Et d'ailleurs, vous, en Algérie, c'était un modèle, même s'il y a eu quelques erreurs sur ce qu'on appelait l'industrie industrialisante, mais il y avait un élan d'industrialisation. Tout cela a été cassé par la Banque mondiale. Très bien, très bien. Donc vraiment, la Banque mondiale ne parlait jamais d'aide et ne parlait de ces institutions. Très bien, François. Plutôt s'expliquer. Très bien, François. Merci pour cet éclairage. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, vous êtes sur Alvel 4 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et cette semaine, on se penche sur un dossier qui est particulièrement mis sous silence, la géopolitique de l'eau en Afrique. Lors de cette première partie, nous avons expliqué avec mes invités, ont apporté des éclairages sur le rôle des multinationales, des puissances dans ce qui est aujourd'hui finalement le pillage des ressources en eau et les tensions en Afrique. Je viens vers vous, Hussein, comme vient de le faire François. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous expliquer finalement le rôle des ONG et de certaines ONG du moins, ou des multinationales dans ce qui est la colonisation, si je peux me permettre ce terme, et je parle sous votre égide à tous les deux. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, donc encore une fois, de colonisation hydrique? Si finalement l'eau aujourd'hui en Afrique était la prochaine ressource à être menacée d'une privatisation totale, et bien évidemment, est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'accaparement des eaux africaines? Hussein. Oui. Il y a les bailleurs de fonds ainsi que le gouvernement des pays occidentaux pénètrent dans nos pays à travers des ONG qui ont déjà patché sur des orientations et des slogans qui travaillent pour le compte de ces orientations occidentales. Et par conséquent, on sait qu'il y a beaucoup de ONG, beaucoup d'associations qui poussent vers la privatisation de l'eau, vers la privatisation de l'eau d'irrigation surtout, vers la production des produits agricoles consommatrices d'eau
et consommatrice d'énergie pour l'export, à travers que l'export va résoudre nos problèmes de devises, et à travers les devises, on peut créer beaucoup de richesses, mais, et cela, je crois, à partir de 1985, par exemple en Tunisie, à travers l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et nous vivons maintenant le résultat de cet accord, nous vivons des résultats catastrophiques, mais il y a jusqu'à maintenant les ONG qui travaillent pour pousser vers, ils poussent les agriculteurs dans le sud, par exemple, pour la production de dattes destinées à l'export. Ils poussent les agriculteurs vers le changement de leur activité agricole de blé, et surtout les blés authentiques vers d'autres activités agricoles destinées à l'export, et par conséquent, ils jouent le même rôle que le bailleur de fonds, que le Banque mondiale, que l'FMI, et surtout, ils poussent vers la privatisation de l'eau dans tous ses formes, que ce soit eau potable, que ce soit eau d'irrigation, et cela, on continue déjà, comme en Tunisie, après l'accord avec l'Italie, l'Allemagne, la France et le Suède pour la production de l'hydrogène vert. C'est les ONG qui poussent et qui réalisent des séminaires et qui réalisent des campagnes de vulgarisation, de sensibilisation pour convaincre la public dans un pays où vit de sécheresse, pénurie d'eau, ils convaincre que la production de l'hydrogène vert pour le compte des pays occidentaux, c'est pour les intérêts du Tunisien, et ils travaillent toujours dans ce sens il y a plus que 30 ans. Très bien, François. On revient à présent aux déclarations du président Trump concernant le canal de Suez. Je rappelle, très chers téléspectateurs, que ce dernier fait partie d'une des voies maritimes ou détroits stratégiques jouant un rôle crucial dans le contrôle des ressources en eau et des routes commerciales mondiales. Et je rappelle aussi que l'administration Trump a demandé, en échange de ce libre passage des navires américains, un soutien américain dans la campagne de bombardement ou d'agression qui est menée actuellement contre le Yémen. François, peut-on voir ici la naissance d'un nouvel accord entre Washington et certains pays, comme lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sécurité contre pétrole? Sécurité contre pétrole. Sécurité contre pétrole. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui finalement que les États-Unis, dans le contexte actuel où l'eau devient une ressource particulièrement importante, va essayer de plus en plus d'imposer une nouvelle logique de sécurité contre l'eau? Parlant des États-Unis, il est difficile de montrer, de décrire les États-Unis comme un élément de stabilisation dans le monde. Les États-Unis apparaissent plutôt comme un élément perturbateur. Ce n'est pas moi qui le dis. L'essayiste français Emmanuel Todd a écrit un livre, La défaite de l'Occident. Il y a tout un passage sur le rôle néfaste des États-Unis pour les problèmes de sécurité au niveau international. Et vous pouvez même aller lire un autre livre rédigé par deux universitaires américaines, Monica Duffy-Tofts et Kenisha Keita. Le titre du livre, c'est Die by Sword, mourir par l'épée, pour qui montre très bien que les États-Unis sont presque addicts, sont presque drogués à la guerre. Donc, parler des États-Unis comme un élément de sécurité, j'en doute beaucoup. Et si vous voulez, on peut même aller encore plus loin. Il y a eu le discours mémorable de Martin Luther King le 4 avril 1967, dans lequel il dit cette phrase extrêmement juste, que son pays, donc, les États-Unis d'Amérique, sont le plus grand pourvoyeur de violence dans le monde. François, comprenez bien
comprenez bien ma question. Je ne défends pas ici le rôle des États-Unis dans le Moyen-Orient, mais ma question est, est-ce qu'on peut aller vers... on sait très bien que les États-Unis, on a vu l'Irak, on a vu la Libye, l'OTAN et le rôle néfaste de l'Occident. Est-ce qu'après les pétrodollars, on peut assister aujourd'hui à la naissance d'un nouveau mécanisme d'hégémonie et de contrôle d'une ressource qui est aujourd'hui vitale pour les populations africaines, qui est l'eau? Et est-ce que les États-Unis peuvent être dans cette logique d'imposer à certains régimes relais ce qu'ils appellent la sécurité, je mets encore entre guillemets, à l'encontre d'un accès illimité à l'eau ou un accès primordial ou un accès privilégié à ces ressources-là? Non, je ne verrai pas les choses comme ça. Venant du président Trump et de l'administration américaine, il faut se demander quelle est la boussole première de leur politique étrangère. Et bon, à cela, ça vous permet de mieux lire leurs paroles, même plus que leurs paroles, leurs actions. Quelle est cette boussole? C'est la lutte contre la Chine. Et c'est pour cela qu'ils se sont emparés du canal de Panama. Parce que le canal de Panama permettait à la Chine, qui n'avait pas une ambition hégémonique, mais qui est une puissance commerciale et qui pouvait donc écouler ses produits. Donc c'est pour empêcher, pour faire barrage à l'émergence de la Chine que les États-Unis s'infiltrent dans ces endroits. Alors, est-ce que les États-Unis, indirectement, veulent faire la même chose sur le canal de Suez? Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas décider. Mais je ne crois pas du tout que les États-Unis aient en idée ou ce que vous appelez la sécurité pour ces pays, ou qu'ils aient à cœur de faire quelque chose de bien pour les pays riverains. Les États-Unis, de Trump en particulier, et pas seulement de lui, tous les autres présidents, ils ont en tête, depuis quelque temps, depuis que la Chine émerge comme une grande puissance économique, comme une grande puissance, comme une superpuissance industrielle qui dépasse les États-Unis d'Amérique, et même comme une grande puissance technologique et militaire, la trouille des Américains, c'est de voir la Chine les supplanter, et non seulement les supplanter, et devenir les dominer. Or, les États-Unis qui avaient habitué, ou bien qui dans leur discours disaient que ce le pays du laisser-faire, le pays du capitalisme, de la liberté de commerce, de la liberté d'échange, du libre-échange. Le président Trump vient de montrer, et c'est là d'ailleurs où on peut revenir sur les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, où on voit que les États-Unis appliquent exactement l'opposé de ce que ces institutions conseillent. Mais comme ces institutions sont financées par le gouvernement américain et ont peur, les institutions, dont la Banque mondiale et le FMI, ne peuvent pas écrire une ligne contre la politique agressive et anti-commerce international des États-Unis. Ces institutions qui sont à Washington, mais vraiment il faudra revenir dessus, nous sommes là devant un cas d'école. Le président de pays soi-disant capitaliste du monde vient de montrer que le capitalisme ne marche pas, puisqu'il refuse de jouer les règles du capitalisme. Il n'y avait pas de raison d'aller attaquer le canal de Panama, comme ils l'ont fait. Il n'y avait pas raison de dire, puisqu'ils nous habituaient à dire que c'est le marché qui fixe le prix, mais voici que maintenant c'est l'État américain qui fixe le prix, en particulier avec ces augmentations exorbitantes de tarifs douaniers. L'État américain est en train de montrer devant les Américains, et c'est là où quand je parle aux universitaires américains, ils sont gênés, parce que le gouvernement Trump est exactement l'antithèse. C'est pas Lénine, c'est pas les politiques communistes, mais l'État américain est devenu omnipotent sur le plan économique. Or, ce sont des gens qui disaient « Oh, il faut le moins d'État, le moins d'État ». Ils sont pris dans leurs propres contradictions, mais sur le plan universitaire et sur le plan des institutions, ça ne suit pas beaucoup. Mais enfin, pour un observateur comme moi, nous vivons une époque tout à fait intéressante qui montre que tous les mensonges soi-disant des experts et des prix Nobel d'économie, et qui ont été malheureusement gobés par les dirigeants africains, tous ces mensonges sont mis à nu ouvertement chaque jour par les actions et les déclarations du président Trump.
Très bien. Je viens vers vous, Houssine. Pour bon nombre d'observateurs, les bases étrangères telles que l'Africom des États-Unis ou les bases de Barkhane, bases françaises avant qu'elles soient déboutées du Sahel, sont déployées près de zones sensibles en matière d'eau comme le barrage du Nil ou encore le lac Tchad. Est-ce qu'on peut affirmer qu'aujourd'hui, même cet déploiement militaire en Afrique a été réfléchi également selon les ressources hydrauliques et selon d'autres richesses? C'est normal parce que maintenant, on a entamé une phase cruciale des changements climatiques et ses impacts surtout sur les ressources en eau. Et par conséquent, à l'échelle mondiale, les ressources en eau ont devenu pratiquement le centre et les raisons des conflits internationaux, comme la zone du Moyen-Orient, les conflits entre la Turquie, l'Irak et la Syrie, un conflit déjà militarisé entre Pakistan et l'Inde concernant le fleuve Sindh. Et maintenant, voilà, il y a un grand problème des puissances occidentales qui veulent conditionner leur aide, leur politique et leur sécurité pour plusieurs pays de l'Afrique, maintenant en fonction maintenant de richesses hydriques. Et comme on a vu les conflits entre Soudan, Éthiopie et l'Égypte, entre les problématiques de l'eau du fleuve du Niger, le fleuve du Sénégal, le Burkina Faso, les zones extrême sud de notre continent africain au niveau de l'Afrique du Sud. Et par conséquent, les pouvoirs occidentaux, maintenant, ils essayent de contrôler les ressources d'eau, surtout les ressources d'eau douce. Et l'Afrique reste une potentielle important de ces eaux. Et les politiques des États-Unis ou des bailleurs de fonds, que ce soit la FMI ou la Banque mondiale, vont accélérer et vont pousser vers la monopolisation de ces ressources sur plusieurs conditions et surtout d'orienter, d'exploiter les eaux sous plusieurs formes, que ce soit sous forme de l'eau pluviale à travers les produits agricoles ou sous forme d'eau industrielle, sous forme de l'hydrogène vert pour l'exploiter afin de bien maîtriser et conditionner les eaux et les richesses hydriques de notre continent. Très bien, je viens vers vous, François, et je rebondis un peu sur ce que vous avez dit sur le rôle des États-Unis aujourd'hui ou sur le rôle que cherchent les États-Unis à jouer quant à son contrôle des ressources en eau qui essaye à maintenir son hégémonie dans plusieurs régions, notamment dans la Corne de l'Afrique, mais aussi ses appétits concernant l'Afrique de l'Ouest ou encore le Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, François, franchement et sans détour, qu'il y a une militarisation de l'eau et qui menace la souveraineté africaine? La souveraineté africaine est menacée depuis toujours, même après les indépendances. Vous venez de parler d'Africom. Quelle est la justification d'Africom? Les Africains doivent se poser des questions. Et pourquoi les Africains acceptent qu'il y ait Africom? Si vous connaissez, c'est Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire de la Défense, qui est à l'origine de l'Africom. Mais il faut aller lire la biographie de Donald Rumsfeld pour se demander qui il est. Donald Rumsfeld était un fasciste. Donc, que les Africains acceptent de coopérer avec Africom, le concept même d'Africom n'a pas lieu d'être. Pourquoi est-ce que le gouvernement des États-Unis doit créer un département militaire dédié à l'Afrique? Quelle est la responsabilité du gouvernement des États-Unis sur l'Afrique? Qui lui a donné cette responsabilité? Et il y a un deuxième problème aussi. Vous savez qu'au moment où on a créé Africom, vers les années 2005-2007, où il y avait le problème du lieu où Africom devrait se loger, où serait la base? Des pays étaient en pourparlers pour recevoir Africom comme leur siège. En particulier, on parlait à l'époque du Libéria de Mme Johnson Sirleaf. Le président Thabo Mbeki des États-Unis, de l'Afrique du Sud, s'y était opposé fermement et il l'a bien fait. Résultat des courses, Africom a son siège à Stuttgart en Allemagne. Alors, là encore, on se pose la question, que pensent les dirigeants africains? Pourquoi ne traitent-ils pas de la question?
est-ce que l'on peut accepter comme amical un pays qui héberge une armée qui est dirigée contre vous? Parce que ne vous leurrez pas, Africom n'est pas là pour défendre les Africains, puisque l'Américain obéit à un ordre donné par ce qu'on appelle Commander-in-Chief, qui est le président des États-Unis. Si le président des États-Unis dit à Africom, tirez sur l'Afrique, ils vont tirer. Aucun président africain ne pourra s'y opposer. Et alors, quelle est la place de la défense africaine? Donc, je crois qu'il faut revenir à la population, il faut revenir vers la population africaine pour que l'on débatte sérieusement des problèmes de sécurité. On ne peut plus accepter aujourd'hui des forces militaires s'installant de façon durable sur le continent africain. Ce ne sont pas des jeunes qui manquent en Afrique pour former des militaires. Si l'Afrique voulait même une armée de 10 millions de personnes, même peut-être de 20, il ne manquerait pas de personnes. Donc, ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Et si ce n'est pas la ressource humaine, qu'est-ce qui manque? C'est la volonté, c'est l'organisation. Et si vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas la volonté, et surtout que vous avez accepté la balkanisation, vous en serez à ce niveau qui est celui de l'Afrique, où n'importe qui peut venir installer son armée. Vous avez prononcé le nom de Barkhane tout à l'heure. Mais figurez-vous que dans Barkhane, il y avait des soldats de l'Estonie, des soldats de la Bulgarie, n'importe qui pouvait venir. Heureusement qu'il y a eu ce sursaut patriotique des dirigeants maliens pour dire que ça suffit. Sinon, on en serait aujourd'hui là, ou pire. Donc, la question de la sécurité de l'Afrique doit être reposée et pas seulement débattue par les ministres de la Défense en Afrique. La population africaine doit en parler. N'oubliez pas que c'est la défense du territoire et de la population. Ce n'est pas la défense du chef de l'État ou des ministres. Et si c'est une question nationale, toute la population doit avoir son point de vue. Et on doit venir devant la population dire « voici ce que nous faisons » et rendre compte. Parce que si vous ne le faites pas, et je vais terminer là-dessus, la balkanisation de l'Afrique, et ce que je veux vous dire, je voudrais bien que vous m'écoutiez, la balkanisation de l'Afrique, donc sa fragilisation, ainsi que la balkanisation du monde arabe, donc la fragilisation du monde arabe, sont, de mon point de vue, les deux conditions qui ont permis que ce qu'on appelle l'Occident arrive au niveau de développement où il est aujourd'hui et maintienne sa suprématie. Si ces deux espaces culturels, civilisationnels et géographiques n'arrivent pas à organiser leur cohésion, dans 150 ans, dans 200 ans, nous serons encore là avec des Africom et peut-être que plusieurs autres pays. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la Russie se gênerait de créer un département militaire, ou la Chine, ou je ne sais pas quoi, ou demain l'Inde? Tout simplement parce que les Africains, et un peu dans une mesure aussi le monde arabe, puisqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec leur impotence vis-à-vis du génocide qui se poursuit depuis plus de 2 ans et qui n'ont pas des capacités militaires pour affronter un élément qu'on a mis dans leur sein pour semer la discorde. Donc, la question de l'unité telle qu'avait posé le Nasser, l'unité du monde arabe, l'unité du monde africain se repose, et souvent je parle de ce qu'on appelle le triangle de souveraineté. Un pays ou une nation ou un continent, un groupe de pays ne peuvent être considérés souverains que s'ils le sont sur les 3 côtés du triangle qui sont le militaire et la justice. Nous en sommes loin malheureusement sur le continent africain et dans une certaine mesure dans le monde arabe que je connais moins bien. Très Je vais m'arrêter là. Très bien, François. Je viens vers vous, Hussein, pour une dernière question. Et malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti. Je vous donne à peu près 1 minute 30 pour répondre. Hussein, vous qui connaissez bien aujourd'hui les mouvements sociaux également africains, etc., et aussi la résistance de certaines institutions et certains États africains, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une véritable résistance face à l'impérialisme occidental de l'eau? Et brièvement, est-ce que vous pouvez nous citer certains exemples?
Oui, c'est intéressant ça. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup des associations de la société civile qui défendent et luttent contre la souveraineté hydrique et par conséquent la souveraineté alimentaire et la souveraineté nationale. Et que ce soit à travers les campagnes de sensibilisation, à travers les séminaires, à travers la coopération entre différentes associations africaines. Je crois qu'en 2023, en octobre, lors de la contre-sommet de la réunion de la Banque mondiale et l'FMI au Maroc, un mouvement important de plus que 320 associations africaines contre la politique de l'FMI et de la Banque mondiale, surtout dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'hydrogène vert et toutes ces politiques vers l'appauvrissement servent. Ces actions ont poussé vers maintenir l'eau potable en Tunisie, par exemple, hors la privatisation, malgré l'effort et la poussée de ces institutions il y a plus que 30 ans. Je crois même chose en Algérie qui résiste à cette tendance. Et je crois tous ces efforts de l'association civile ont poussé les pouvoirs, surtout en Algérie, en Libye et en Tunisie, de faire le premier contrat, le premier accord de contrôle et de partenariat et d'échange d'informations pour les ressources en eau en commun. Très bien, Hussein. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission consacrée, je rappelle, à la géopolitique de l'eau. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de François Ndengwe, président de l'African Advisory Board depuis Washington. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Prenez soin de vous.